Salut toi. Alors j'ai un harceleur. Allez, viens. Installe-toi. Mets-toi yimbe. Cette semaine j'ai repensé à un truc. J'ai repensé à plusieurs histoires qui me sont arrivées et au cours de ma vie. Et j'ai vécu le même genre de réaction chez les gens face à ces histoires à chaque fois. Et j'aimerais en parler. Alors, quand j'avais 2009, donc j'avais 21 ans, je me suis endettée, j'ai pris un crédit pour aller faire une formation, pas du tout à côté de chez moi, pas du tout à côté de chez mon père. Mon père vit dans le sud de la France et je suis allée faire une formation en Bretagne. Je pense qu'inconsciemment c'était vraiment pour fuir loin, très loin. Donc je suis allée faire cette formation et cette formation je l'ai ratée. Il y avait des tests psychologiques à passer et bon bah malheureusement je suis surdouée. Du coup comme c'était pas un profil qui correspondait au poste qui était recherché pour cette formation, et je pouvais pas l'avoir. Du coup, une fois que j'ai fini cette formation, je suis revenue sur la région parisienne en recherche d'un emploi et d'un appartement. À l'époque, il y avait un ami, une connaissance, un ami à l'époque, qui m'avait proposé une colocation dans l'appartement de sa grand-mère qui était décédée et dont il avait hérité. Quand je suis arrivée en région parisienne, il m'a dit finalement l'appartement est encore en travaux donc on peut pas habiter dedans. Du coup, viens vivre chez mes parents avec moi. Bon, j'avais 21 ans, j'ai rien dit. Je me suis installée avec lui chez ses parents et je crois qu'il a essayé de me draguer plus ou moins. Ses parents ont décidé de partir en vacances. Et du jour au lendemain, lui, il était plus là, parti en vacances, et sa mère m'a expliqué qu'en gros, elle me foutait dehors, quoi. Donc, j'ai dû trouver, à ce moment-là, un appart. J'étais déjà en train de trouver un boulot quand elle m'a annoncé ça, j'avais trouvé un boulot, donc ça allait. Et puis, je devais faire un sérieux nettoyage dans mes amis à ce moment-là, parce que c'était censé être un pote, quoi. Et du coup j'ai appelé un peu, j'ai fait plein de statuts Facebook, j'ai appelé un peu partout. En quelques heures, en 24 heures, ma situation était réglée. Mais c'était pas un moment facile de ma vie, je dois vous avouer, c'était un peu les montagnes russes. Et à ce moment-là, quand j'étais au plus mal, lors de ces 24 heures, j'ai appelé une copine qui m'a dit écoute Tévi, ça va bien aller, de toute façon je me fais pas de soucis pour toi. Et ça revient très souvent dans ma vie. J'ai vécu des moments très difficiles, partir de chez mes parents, me délivrer de relations très toxiques, rompre un Pacs, démissionner de jobs qui étaient dans des environnements très maltraitants, plein de trucs, plein de traumas à vivre, plein de choses à surmonter, comme tout le monde, hein, de toute façon. C'est ce que Tony Robbins dit, les seules personnes qui n'ont pas de problème, il faut les trouver dans les cimetières, ils sont déjà morts. Ouais, moi c'est un peu ce que je me dis, c'est que bon voilà, il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie, et je pense que quand il nous arrive quelque chose de très grave, comme ça, ou un cancer, ou une guerre, ou plein de choses très graves, il y en a peu qui en parlent, et du coup, on a peu l'impression que c'est des choses qui sont finalement assez banales. Mais c'est pas l'objet de ce que je voulais dire aujourd'hui. L'objet de mon histoire aujourd'hui, c'est plus le fait qu'on m'ait dit, encore et encore dans ma vie, à chaque fois que ça allait mal, que finalement tout allait bien se passer, et que tout le monde me faisait confiance, et que de toute façon j'étais du genre à me sortir de n'importe quelle situation de merde, ce qui est vrai. Et
Je remercie les gens de penser ça de moi, c'est très cool. Mais sur le moment, qu'on soit quelqu'un de débrouillard à qui ça arrivé plein de fois, ou quelqu'un de pas du tout débrouillard à qui ça arrivé jamais, et qui a besoin d'énormément d'aide et qui se débat et ce genre de choses, on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre qu'on est débrouillard et que tout va bien se passer, non. Et c'est là qu'il y a un processus qu'il y a peu de gens qui comprennent, qui est le fait de, premièrement, légitimer la douleur de l'autre. Qu'il y a quelqu'un qui pleure, souffre, est mal. Tout ce qu'on a envie de lui dire, c'est tu vas bien aller, c'est bon, tout va bien, passe à autre chose, avance. Et ça aide pas. Ça aide pas du tout. Ça aide pas. Et d'ailleurs, vous devez vous en rendre compte, hein. Généralement, quand il y a quelqu'un qui est très très triste et qu'on lui dit ça va bien se passer et tout, c'est pas quelque chose qui réconforte. Vraiment. Alors que le fait de dire ouais, je comprends que t'es mal, ouais. Ouais. Je comprends, c'est vraiment une situation difficile. Est-ce que t'as envie d'en parler? Est-ce que t'as envie de t'exprimer? Est-ce que t'as envie de te plaindre? Vraiment être une épaule compatissante plus que quelqu'un de moteur, c'est ça qui aide le plus. D'ailleurs, j'ai un autre exemple à ce sujet. Je parlais avec un pote qui complexe énormément sur sa taille. Parce que, vous le saurez, hein, les mecs, dès qu'ils se mettent sur des applis de rencontre et qu'ils mesurent moins d'1m75, c'est mort, quoi. Il est pas petit, hein, il mesure pas 1m50, je veux dire, il doit mesurer 1m70, je crois, un truc comme ça. Peut-être plus. Et... bref, c'est pas ça le sujet. Et il y a énormément de filles sur Tinder ou sur d'autres plateformes. La première chose qu'elles demandent au mec qui la contacte, c'est tu mesures combien? Et dès qu'il ne mesure pas la taille requise pour elle, elle le next complètement. Et c'est dur, c'est dur pour eux parce qu'ils se font rejeter juste pour un critère physique qui finalement n'est pas si important que ça. Enfin, comment pourrais-je le dire? Moi, je mesure 1m50 et j'ai jamais eu de problème avec les mecs qui sont petits, vu que c'est très difficile d'être un homme de moins d'1m50. Et il m'a avoué qu'il avait ce complexe. Et au début, j'ai réagi un peu comme tout le monde dans ces cas-là. J'ai minimisé. Je lui ai dit ah mais non, mais c'est rien et tout, c'est pas grave, tu mesures pas 1m50, enfin voilà. Et puis je me suis reprise parce que c'est pas ça qu'il a envie d'entendre. Et je lui ai dit, je suis désolée, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis pas en mesure de comprendre ta douleur parce que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Mais je comprends que tu puisses te sentir comme ça. Et il m'a dit, Tévi, je pense que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là avec moi de cette manière-là. C'est la première fois qu'on me dit, je comprends que tu te sentes comme ça. Je peux l'envisager. Ouais, je me sens bien de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il y a peu de gens qui comprennent, non seulement comment dire, il y a peu de gens qui comprennent ça, parce qu'il y a peu de gens qui atteignent ce niveau de compréhension dans les relations humaines, parce que c'est un truc qu'on apprend surtout quand on traite des gens, quand on est caregiver, enfin quand on est personnel de soins, quoi, en fait. Que ce soit psychologue, psychiatre, infirmier, kiné, ou alors même coach en développement personnel, hypnothérapeute, magnétiseur. À partir du moment où on touche quelqu'un d'autre, on apprend très vite que ce que les gens veulent, c'est pas des solutions. C'est pas du... quand je me retrouvais du jour au lendemain à la rue, ce que je voulais, c'était pas... et que j'appelais mes potes, ouais, ce que je voulais à ce moment-là, c'était pas trouver un appart tout de suite maintenant. Parce que je l'ai trouvé en quelques heures. Je voulais du soutien. Et la plupart du temps, ce que les gens ils veulent, c'est du soutien. C'est pas
C'est pas des solutions. C'est pas une compréhension pure et dure du problème. C'est quelqu'un pour être là. Et je pense que c'est ça, être un bon ami. C'est être là, avec les gens qu'on aime, garder ce contact, voilà. Et puis leur dire, pas que tout va bien se passer, qu'on a confiance en eux, ou ce genre de choses, mais d'abord passer par le fait de dire, je comprends ce que tu ressens. Je comprends très intensément, de manière très compatissante, très empathique, que ce que tu vis, c'est difficile. Et je hiérarchise pas ta douleur avec celle des autres. C'est ça qui est le pire. C'est quand on dit je souffre, et qu'on te dit ouais mais regarde, il y a les petits enfants en Afrique qui meurent de faim et ce genre de choses. Personne n'a envie d'entendre ça. Si tu commences à hiérarchiser la douleur, ça marche pas. D'ailleurs, mon père est cambodgien, et justement c'est en 2009. En 2009, je suis allée au Cambodge avec lui pendant 1 mois. Et il me disait, tu sais, mine de rien, le Cambodge c'est un pays du tiers-monde, et il me disait, tu sais, il y a beaucoup de familles cambodgiennes qui sont parties du Cambodge parce que c'est un pays qui était en guerre, où il y a eu un génocide en 78. Et ces familles-là élèvent des enfants dans des pays riches, généralement, et à l'abri du besoin. Et parfois, ces enfants deviennent capricieux et colériques et mal élevés. Et mon père me disait, tu sais, des fois, ces familles-là, ils envoient leurs enfants au Cambodge pour qu'ils apprennent à relativiser leurs problèmes, à être moins capricieux et à comprendre la chance qu'ils ont. Et là, à ce moment-là, mon père me dit un truc qui est super... super étonnant. Il me dit, moi je suis pas du tout d'accord avec cette technique. Et je lui dis, mais ah bon, pourquoi? Et il me dit, parce que ça reviendrait à dire que nous qui avons vécu une guerre, qui avons vécu un génocide, ça voudrait dire que nous, on a eu une vie qui est plus dure que la vôtre, et ça voudrait dire qu'on hiérarchise la douleur. Et il me dit, mais c'est pas possible de faire ça. On n'a pas les mêmes systèmes de valeurs partout. Vous pouvez pas avoir honte aujourd'hui de vivre dans un environnement qui est en sécurité, où vous êtes dans un pays riche, où vous avez de l'argent, où vous avez des aides sociales. Et le jour où vous êtes déprimé pour quelque chose, on vous enlève ce sentiment-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus déprimés que vous, ou dont la dépression est plus légitime. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça aux gens? On n'a pas le droit de leur enlever leur droit d'avoir des émotions. On peut pas leur faire ça. Et je suis pas d'accord très souvent avec mon père, mais c'est un truc qui m'a touchée et qui m'a fait comprendre pourquoi il était médecin. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je suis dans une profession d'aide, finalement, parce que je suis pas là pour hiérarchiser la douleur des gens. Et en tant qu'ami, on n'est pas non plus là pour hiérarchiser la douleur de nos amis. Quand il y a quelqu'un qui vient nous dire « je me sens mal pour telle chose », on peut pas le nier. Cette personne se sent vraiment mal, et que ce soit « je me sens mal parce que j'ai... j'en sais rien, je me suis cassé un ongle » ou « j'ai mal parce que mon père est mort », c'est de la douleur. La douleur, c'est la douleur, et chacun ressent la douleur pas de la même manière. Et ça veut pas dire qu'il y en a qui la ressentent plus que d'autres, ou qui sont plus légitimes de la ressentir que d'autres. Donc il faut légitimer la souffrance d'autrui, même quand elle nous semble minime quand ils viennent nous voir.
Donc quelqu'un qui vient me voir en me disant, qui mesure 1m80 et qui me dit je me sens petit, je vais lui dire je vois que tu souffres et ça m'attriste que tu souffres. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'on a légitimé, qu'on a laissé la personne parler, s'exprimer, exprimer ses émotions, là on peut demander pourquoi. Pourquoi la souffrance elle est là. Et ensuite peut-être, si la personne le veut, apporter des solutions. Dans le cadre de mon cabinet, je laisse beaucoup la parole aux gens au début de la séance, de la consultation en hypnose. C'est très important, non seulement parce qu'il faut que pour mon entretien en hypnose, pour la consultation d'hypnose, il faut que j'utilise les mots du patient pour l'induire, faire une induction hypnotique, pour le guider dans l'état d'hypnose. Il faut que j'utilise ces mots, sinon ça marche moins bien. Ça s'appelle la congruence avec le patient. On utilise les mots du patient pour être congruent avec lui. Et pendant cet entretien, qui est très important, on utilise aussi l'histoire du patient pour pouvoir non seulement mieux le comprendre, mais surtout mieux l'aider. Mieux l'aider à utiliser l'outil qu'est l'hypnose. Donc s'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant qu'il veut arrêter de fumer, je vais lui demander pourquoi. Je vais lui demander s'il y a un bénéfice caché à fumer. Parce que parfois il y en a. Parfois dans certaines entreprises, pour ceux qui fument pas, c'est pas admis de prendre des pauses. Et du coup, si tu fumes, t'as le droit à une pause. Et du coup, c'est mieux admis de prendre des pauses. Et voilà, et la journée est beaucoup plus supportable. Donc c'est un bénéfice caché qui est non négligeable. Parfois, boire de l'alcool, ça aide à traverser des grosses épreuves dans la vie. C'est ce qu'on appelle un élément dissociatif, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de sa douleur. On la met dans un coffre très loin au fond de notre inconscient et on le range quand on est alcoolisé, quand on est sous, et puis ça nous aide à traverser des choses. Ceux qui deviennent alcooliques, généralement, ils ont des vies très difficiles. Ils ont des souffrances qu'il faut légitimer. Et le bénéfice de l'alcool, c'est de ne plus être face à ces souffrances. Et le bénéfice de certaines drogues, c'est ça aussi. Et le bénéfice de la cigarette, c'est ça. Et le bénéfice aussi d'être obèse. Parfois, il y a des bénéfices cachés aussi. Par exemple, j'avais une amie que j'avais rencontrée à la fac qui m'avait avoué qu'elle avait été violée par son oncle. Et que depuis, elle était devenue obèse. Pourquoi ? Parce que le fait de grossir, ça l'enlaidissait. C'est ce qu'elle pensait, que ça l'enlaidissait. Et que plus elle était laide, et moins elle était susceptible de se faire agresser sexuellement par son oncle ou par n'importe quel homme. Du coup, elle arrive chez moi en cabinet et je lui enlève ça. Si je légitime pas sa douleur, que je comprends pas d'où elle vient, et je lui enlève son mécanisme de défense, je lui enlève son moyen de se défendre contre tout ça, je lui enlève son obésité, et il lui reste quoi ? C'est trop dur, quoi. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que y a certains praticiens en hypnose qui ne veulent pas traiter certains symptômes parce qu'ils pensent que c'est des symptômes de défense que si on enlève les patients vont, on dit décompenser, hein, c'est-à-dire qu'ils vont déclarer un trouble qui est latent chez eux, comme la schizophrénie, la bipolarité ou une dépression, ce genre de choses. Et à ça, j'ajouterai une petite nuance. J'ajouterai une nuance parce que parfois, ces symptômes-là d'autodestruction,
ils sont trop graves. C'est-à-dire que on a beau pas avoir de diagnostic derrière, des fois les symptômes on peut les traiter quand même et c'est pas grave. Je veux dire, si dans la rue je vois quelqu'un qui fait une crise d'asthme et que j'ai une ventoline, je vais lui passer pour pas qu'il crève, même si je sais pas vraiment s'il est asthmatique. Ça se trouve il est en train de faire une allergie, ça se trouve il est... Je sais pas ce qui peut se passer. Moi j'aurais fait ça pour l'aider. Et ben pour l'hypnose c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai des gros problèmes de comportement alimentaire, je mange sans jamais m'arrêter. Parfois c'est pour combler un vide. Parfois c'est parce que il s'ennuie, ou parfois c'est parce que c'est des comportements appris. Finis ton assiette, finis ce que tu manges, ce genre de choses. Et rien que le fait de les mettre dans un état hypnotique et de les aider à non pas comprendre ce qui leur arrive, mais gérer cet état de crise, bah ça les aide à être un peu plus en paix avec la raison pour laquelle ils le font et qui sort de plus en plus progressivement au fur et à mesure qu'ils savent gérer leur comportement. Voilà, je crois que c'est tout. Donc oui, souvenez-vous bien que quand quelqu'un souffre et vient vous voir, il faut légitimer la douleur, quelle que soit la douleur. Faites-le, c'est hyper important. C'est hyper important, ça fera de vous un meilleur ami, un meilleur praticien, un meilleur caregiver, quel que soit, un meilleur être humain, quoi. Comprendre les gens, c'est capital. Légitimer la douleur des gens, c'est capital. Et ensuite, proposer des solutions quand on vous les demande et pas quand vous les avez. Ça aussi, c'est très important, parce que la plupart du temps, rien que le fait d'être écouté et soutenu, ça aide complètement les gens à se sentir mieux et à changer. Beaucoup plus que d'avoir les solutions clés en main pour avancer. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce que c'était ce genre de processus de gestion de la douleur chez l'autre. Si jamais t'as ce genre de douleur chez toi et que tu te sens pas aidé, écouté par les thérapeutes, sache que je propose des sessions de coaching, des sessions avec une dimension thérapeutique. Et d'ailleurs j'ai déjà reçu des gens pour de l'hypnose conversationnelle. On fait pas de l'hypnose avec les yeux fermés, ce genre de choses, mais juste on parle et je donne certaines inductions pendant l'heure de consultation. Donc ça aussi, c'est possible. En tout cas, si jamais t'as un problème, sache que tu peux m'appeler et on en discutera ensemble. Voilà, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Allez, bisous.